Bonjour tout le monde, voilà, 20h sonne, j'ai le carillon de la collégiale qui sonne, donc il est 20h et nous allons commencer aujourd'hui ce live. Elle a reçu une notification pour chaque vidéo en direct. Oui, mais c'est moi qui donne les vidéos, donc ça n'a pas trop de sens de recevoir des notifications. Bref, on va couper ce truc, voilà, on est en direct. Donc aujourd'hui on va parler donc de dépendance, d'autonomie. Donc si vous m'entendez, un petit pouce, un petit cœur, en tout cas quelque chose qui fait que je sais que vous m'entendez bien. Donc bienvenue pour cette séance donc EFT sur donc la dépendance et l'autonomie, la dépendance, l'autonomie, l'indépendance. Hein. Donc voilà. Donc, bonsoir Cécilia. Donc, on ne peut pas parler d'amour de soi sans parler automatiquement de dépendance affective, d'autonomie. Ce sont des sujets qui sont automatiquement liés. Et bonsoir Marie-Ange. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir en parler ce soir parce que c'est vraiment dans la continuité des autres sujets qu'on aura abordé les semaines suivantes. Et aujourd'hui, cette semaine-ci plutôt, j'ai décidé donc de dédier toute cette semaine donc à la dépendance et à l'autonomie. Donc aujourd'hui, on va un petit peu voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc on va dire départager, on va dire cette séance en 4 parties. Hein. La partie justement sur tout ce qui est psychologie, la partie sur les neurosciences, la partie plus spirituelle. Donc bonsoir Oli. Coucou. Et donc on va aussi, donc si vous m'entendez bien, juste un petit pouce, un petit cœur, comme ça je sais que vous m'entendez bien. On va parler aussi donc de la partie donc, spirituelle, comme je disais, pour en arriver sur cette séance d'EFT. Donc on va passer 3/4 d'heure, 1 heure ensemble pour pouvoir un petit peu expliquer donc de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc comme je disais, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur étant donné que je pense que tout mon livre, La vie, une histoire d'amour avec soi, se base là-dessus. Donc même si je ne parle pas directement de dépendance affective, c'est quelque chose qui fait lien. Alors, je remarque qu'il y a la lumière, là ici derrière, on dirait que je suis entouré d'un halo, donc c'est vraiment super. C'est vrai que c'est pas le sujet du livre directement, mais on en parle automatiquement. Et là, ici, ce qui va être important, c'est de comprendre quels sont tous les liens par rapport à cette dépendance affective, quels sont les liens aussi qui vont toucher l'amour de soi, et puis aussi donc tout ce qui a trait à la dépendance en règle générale, parce que quand on parle de dépendance affective, on peut aussi avoir tendance à glisser vers toute forme de dépendance en général. Donc, avant toute chose, quand on est dans une relation, donc on va beaucoup parler du couple, hein, indirectement, enfin là ici directement, mais indirectement pour en arriver sur l'amour de soi. Et la première chose, c'est que lorsqu'on est confronté à la dépendance, c'est une façon en fait de missionner l'autre. Lorsque je suis en couple, je missionne l'autre de mon propre bonheur. C'est bien souvent parce que je ne suis pas en connexion avec mes propres besoins, mes propres envies, que je n'arrive pas non plus à communiquer, que je vais missionner l'autre de ce bonheur. Hein. L'autre va avoir cette mission de faire en sorte de me rendre heureux, de répondre à mes besoins, d'en fait me combler à tous les niveaux. Et c'est vrai que, on va dire au départ, il y a des envies pulsionnelles hein, qui vont être transformées en besoins fondamentaux. Et ces envies, donc, qui ont trait à l'amour de l'autre, au fait de pouvoir partager, au fait de se sentir vivre, d'être lié à quelque chose en rapport avec le plaisir, eh bien, toute cette dépendance va devenir en fait un besoin fondamental. Et nous allons avoir tendance justement à devenir des espèces de junkies. Bonsoir Catherine. Donc comme je disais aujourd'hui, hein, comme tu le sais sûrement, vu que tu as vu les posts, on parle de dépendance et d'autonomie. Donc on va avoir tendance à se comporter comme des junkies. Des junkies de l'amour, des junkies en règle générale, hein, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment rassasié et donc on va demander de plus en plus de manifestations d'amour, de gestes d'amour, de reconnaissance de la part de l'autre. En fait on est un petit peu comme un seau percé, hein, comme si on allait à la rivière, on remplit le seau et puis quand on revient en fait le seau est vide et donc on redemande à nouveau à ce que ce seau soit bien rempli. Alors j'ai l'impression que je suis de traviole.
On va juste un petit peu corriger ça. Bon, c'est pas grave, on va faire avec parce que sinon je pense que tout va truc. Donc vous pencherez un petit peu de quelques degrés, c'est pas grave. Donc voilà, donc junkie. Comme je disais, alors il y a des racines à ça, hein, des racines, coucou, bonsoir Fabien, des racines très importantes au niveau de cette dépendance affective. Les racines peuvent être, donc lorsque je suis quelqu'un de plus ou moins équilibré dans la vie, sécure, eh bien il peut y avoir un moment où on va vivre une situation douloureuse, une situation où on est en rupture avec le lien à l'autre, et à ce moment-là, on peut effectivement basculer dans une forme donc de dépendance hein, qui va se transformer peut-être pas forcément en dépendance affective, vu que j'étais nourri et je ne le suis plus, mais une dépendance qui peut devenir en fait une forme d'exutoire. Donc ça peut être le sexe, ça peut être l'alcool, ça peut être les achats compulsifs, le jeu, ça peut être les sorties, ça peut être le sport aussi de manière excessive. Bonsoir Anne. Et donc il peut y avoir à un certain moment un déclencheur hein, chez cette personne qui jusqu'à présent se sentait bien et à un certain moment, donc ça peut être un licenciement, ça peut être le décès de quelqu'un, une rupture sentimentale et autres, et on va effectivement chercher à combler le manque qu'il y a eu, le fait de pouvoir aussi échapper à la réalité par un exutoire. Et on a besoin de cet exutoire pour trouver une forme d'équilibre. Alors bien évidemment, vu de l'extérieur, ça semble totalement déséquilibré, mais pour la personne, ça a du sens. Ça a du sens déjà, pour retrouver une forme d'équilibre dans le déséquilibre, et de l'autre côté, de nourrir ce manque, ce vide, par quelque chose. Donc on va remplacer. Alors on a tous vécu des situations comme ça, hein, où on a eu tendance peut-être à se jeter sur la nourriture, à faire plus de sport que de raison, à rentrer, en fait, c'est souvent pour éviter une forme de dépression, même si c'est une forme de dépression en tant que telle. Et donc on a tous vécu ça, par période. Alors on va dire aussi qu'il y a des personnes qui peuvent véritablement rentrer dans la pathologie, et ce soir, ça ne sera pas le cadre parce que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. On ne va pas rentrer là-dedans, mais ça y touche un peu. Et une des deuxièmes racines, ça peut être ce qui se passe au niveau de l'enfance. Et là, c'est vrai que on va essentiellement parler de la théorie de l'attachement de John Bowlby. Donc certains ont déjà entendu parler de ça. Et ça nous renvoie vraiment à comment est-ce que nous avons créé le lien à l'autre, et lorsque ce lien n'a pas été suffisamment sécure, qu'est-ce que ça va générer chez nous en tant que futur adulte, au point où je pourrais ne pas m'aimer suffisamment et devoir aller chercher chez l'autre, donc le missionner pour qu'il réponde à ce besoin-là. Malheureusement, ça ne se fait pas toujours de manière très équilibrée. Alors, Bowlby décrit 4 types, on va dire, d'attachement. Donc il y a le premier attachement, alors je vais vous faire à chaque fois un lien entre les liens d'attachement et l'analyse transactionnelle avec les positions de vie. Donc on a déjà parlé, mais je vais vous le résumer, donc ça sera un peu plus clair. Et aussi avec les blessures qui empêchent d'être soi-même, donc Lise Bourbeau, hein, dont vous avez aussi déjà entendu parler. Alors, il y a donc le premier type, c'est le type sécure, en fait, le lien sécure. Alors, le lien sécure, on pourrait dire que les parents ont rempli totalement leur rôle, c'est-à-dire que l'enfant s'est senti accompagné, il s'est senti soutenu, il s'est senti être entendu, on a répondu à ses besoins à chaque fois que c'était nécessaire. On peut dire que la relation est une relation plus, gagnant-gagnant, ok. Donc, c'est-à-dire que je me sens ok en tant qu'enfant, ben, j'existe et ce que je suis, ben, c'est tout à fait bien. Et le parent, en fait, se sent aussi tout à fait ok. On peut avoir ce genre de relation aussi dans la vie de tous les jours avec certaines personnes. Hein. Je suis ce que je suis, voilà, puis l'autre est ce qu'il est. Et donc, on est vraiment quelque part dans une relation totalement équilibrée entre ce que je suis, ce que j'en pense, je suis accueilli, donc tout va bien. Donc ça, c'est la relation, c'est le lien sécure. On a le deuxième lien qui est un peu moins sécure et qui est le lien de l'évitant. Alors l'évitant distant. Donc lui c'est quelqu'un qui finalement en tant qu'enfant a été confronté à des parents qui ne savaient pas quoi faire. Donc c'est-à-dire des parents qui ne se sentaient pas forcément à la hauteur, n'arrivaient pas à générer un lien suffisamment sécure pour l'enfant et avaient peut-être même tendance à soit le rejeter, alors de manière très évidente, ou bien à éviter eux-mêmes la relation parce que ils ne savaient pas quoi faire, comment répondre aux besoins de l'enfant. Donc on fait le strict minimum, mais on n'arrive pas à s'impliquer émotionnellement parlant. Alors ça va faire des adultes qui par la suite eux-mêmes vont engendrer une forme de distance, même s'ils peuvent se montrer
tout à fait très ouvert, sociable, séducteur même. On peut avoir cette impression qu'il y a quelque chose qui brille chez ces personnes-là. Et pourtant, on n'arrive pas à franchir le pas d'aller vers eux. Bonsoir Fabienne. Donc, c'est quelque chose où il y a quelque part une forme de distance, hein, c'est-à-dire on n'arrive pas à les atteindre, on n'arrive pas à rentrer dans l'intime. Et quand on rentre dans l'intime, ces personnes pourraient même avoir tendance à casser le lien, casser la relation, parce que finalement, ils ne savent pas comment ils doivent faire et ça devient très anxiogène pour eux. Alors on pourrait dire qu'on est dans une position de vie plus-moins, c'est-à-dire que la personne qui est une évitante va considérer qu'elle est bien et que les autres sont un petit peu de la merde, quoi. Donc c'est pas très sympa dit comme ça, mais c'est un peu ça. Donc ils prennent une position, on va dire, supérieure par rapport aux autres et qu'ils vont regarder un petit peu de manière condescendante. Donc voilà. Et ces personnes-là vivent vraiment une blessure liée au rejet. Et le meilleur moyen pour ne pas se faire rejeter, c'est de rejeter les autres. Alors, on a le troisième type de lien qui est donc l'ambivalent ou le préoccupé. Alors, c'est lorsque le parent, en fait, essaye de répondre tant bien que mal aux besoins de l'enfant, mais l'enfant, en fait, ne comprend pas. C'est-à-dire, le parent est une fois là, pas là, donc ça fait un espèce de lien qui est finalement assez insécurisant parce que le parent essaye de répondre, mais ne répond pas forcément toujours au bon moment, n'est pas forcément toujours présent quand il faut, et donc l'enfant peut avoir ce sentiment d'être abandonné par moment. Donc l'enfant, le parent part de l'avis qu'il pense faire ce qui est à faire, hein, il pense être présent, même s'il n'est pas forcément toujours occupé à faire attention aux besoins de l'enfant, parce qu'il est peut-être préoccupé par d'autres choses aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle d'ambivalence et de préoccupation, parce que le parent est là sans être là. Et donc pour l'enfant, c'est un message qui n'est pas clair. T'es là ou t'es pas là finalement. Et donc il va parfois se sentir effectivement abandonné, et lui pourrait être dans une position de vie où il se sent inférieur, pas suffisamment important, tandis que lui va mettre les parents, on va dire, sur un piédestal. Et ça va faire des personnes qui vont être énormément en demande, qui vont être même fusionnelles dans la relation, donc en étant adultes, et qui ont besoin d'exister grâce à l'autre. Et là, on peut voir justement tout un type de dépendants affectifs qui vont se créer, même dans le côté évitant dont je parlais tout à l'heure. Hein. Il peut y avoir effectivement une forme de dépendance, vu que l'évitant cherche désespérément à combler un vide et n'arrive pas à le combler, étant donné que quelque part à un certain moment, quand l'autre répond à son besoin, il va remettre la distance parce que la relation finalement est inquiétante, il ne sait pas comment la gérer. Et donc pour l'ambivalent, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire c'est remplis mon manque, sois présent, j'ai besoin de toi, remplis, je ne me sens jamais suffisamment rempli. Et donc il peut vivre la fin d'une relation comme quelque chose de terriblement dramatique, même des petites relations qui ne sont pas forcément, on va dire, émotionnellement ultra impactante. Mais bon, voilà, chaque fois, c'est un lien qui est rompu, c'est difficile pour cette personne-là. Alors ensuite, on a le dernier, et le dernier type de personne, enfin de lien, où là c'est vraiment, on va dire, le plus difficile, le plus dramatique aussi, étant donné que nous sommes avec des personnes qui sont craintives, désorganisées, donc en tout cas c'est le type qu'on appelle comme ça, c'est-à-dire ce sont des enfants qui estiment qu'ils ne sont absolument pas du tout importants et le monde autour d'eux ne l'est pas non plus, ce n'est pas du tout quelque chose qui est positif pour eux. Le monde est pourri et ils sont pourris. Donc c'est un petit peu ce qu'ils ont intégré, c'est-à-dire souvent c'est parce que les parents sont totalement défaillants, ne sont peut-être pas du tout présents physiquement, ne sont pas présents émotionnellement, mentalement. Ça peut être des parents qui connaissent eux-mêmes soit des difficultés au niveau de la maladie mentale, donc des personnes qui peuvent être psychotiques. Alors ça ne veut pas dire que tous les psychotiques ont ce profil-là, mais en tout cas ça peut être un des terreaux, on va dire. Et puis, ou ça peut être des personnes qui sont en maladie ou qui sont elles-mêmes dépendantes de substances dans leur comportement. Donc, ils ne sont absolument pas du tout présents pour l'enfant et l'enfant le ressent. Et là, on va avoir effectivement des personnes qui peuvent vivre des psychopathies lourdes et ça peut même aller jusqu'à la dépression, voire au suicide. Donc c'est une position de vie très 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 compliquée. Nous ici, celle qui va vraiment nous intéresser, c'est donc l'évitant, distant, et donc l'ambivalent, préoccupé. Ça c'est vraiment ce qui se passe au niveau donc du terreau, au niveau de ce qui aurait pu créer
une difficulté en fait dans le lien, dans ce qui est en rapport avec justement ce besoin de remplir quelque chose à l'intérieur, cette dépendance qu'il peut y avoir à l'autre. Il faut savoir aussi que dans la dépendance, qu'elle soit dépendance affective ou dépendance au niveau d'une personne, c'est pas pour autant que la personne, même si elle est consciente de ça, peut y faire quelque chose. Donc, bien parfois, la personne va vous dire « je sais que je ne dois pas agir comme ça et c'est plus fort que moi ». Et là, en fait, on est sur le deuxième chapitre, c'est-à-dire au niveau des neurosciences. Ce qui se passe en fait au niveau du cerveau, il y a tout un déclenchement hormonal qui vient d'abord de ce qu'on appelle les amygdales. Alors les amygdales cérébrales, c'est effectivement deux têtes d'épingle, on va dire, que nous avons au niveau du cerveau, et qui sont un peu comme notre boîte noire, qui vont emmagasiner en fait toutes les informations possibles et inimaginables. Et on va dire, toutes ces informations sont logées là, et en fonction donc de notre apprentissage, donc je vous rappelle, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, que l'apprentissage se fait soit en fonction d'un trauma, hein, donc c'est-à-dire d'une situation émotionnellement impactante, ou bien en fonction donc d'une répétition. C'est comme ça que nous avons tendance à apprendre les choses. Et c'est clair que lorsque nous allons par exemple nous faire mordre par un chien, il y a un effet impactant au niveau émotionnel. Donc notre boîte noire, les amygdales, gardent cette information-là et lorsque nous serons peut-être par la suite en présence d'un chien, nous aurons le rappel de ce souvenir, même si ça devient quelque chose de totalement inconscient, c'est-à-dire qu'on ne se rappelle peut-être pas forcément de la situation, de ce qui s'est passé, mais il y a eu un espèce de paramétrage. Et ce paramétrage fait que, eh bien, en présence d'un chien, je ne vais peut-être pas forcément toujours me sentir à l'aise. Mais c'est la même chose au niveau de ce qui se passe au niveau affectif. C'est-à-dire que si le lien que j'ai eu avec mes parents n'a pas été suffisamment sécure, il se peut que par la suite, je conceptualise la relation sentimentale comme quelque chose automatiquement d'insécurisant. Et donc, même si je sais que j'aimerais construire quelque chose, bonsoir Pascal, que j'aimerais construire quelque chose d'équilibré dans la relation, il se peut que ça ne fonctionne absolument pas entre ce que je pense consciemment et ce qui se passe au niveau de l'inconscient et donc du subconscient. Je peux me battre d'ailleurs entre cette partie consciente qui dit oui, je veux absolument arriver à être en lien avec l'autre et de l'autre côté, il peut y avoir quelque chose où comme le lien a été rompu étant enfant, eh bien je peux avoir tendance justement à ne pas savoir comment m'y prendre. Alors, les personnes parfois qui sont en couple peuvent même si elles sont en couple, ne pas se sentir nourries dans le couple et aller chercher à l'extérieur quelque chose qui va nourrir leur bien-être. Donc ça peut être justement le fait de passer par des achats compulsifs, ça peut être par le fait d'être dans une demande sexuelle très importante dans le couple, donc de nourrir ça, peut-être même de tromper l'autre, hein. Ça peut être le fait de manger de manière très régulière et d'avoir sa tête dans le frigo à 3 heures du matin, parce qu'il y a quelque chose finalement qui est angoissant dans le lien et on a besoin en fait de ce qu'on appelle un sein hallucinatoire. Donc ça j'en avais aussi déjà parlé, le sein hallucinatoire c'est le moment où l'enfant en fait va découvrir le sein de la maman, va commencer à téter et pour lui ça va devenir une obsession vu que c'est quelque chose qui le nourrit. Et donc c'est en même temps la manière d'avoir un lien avec la mère. Donc, nous, en tant qu'adultes, on va avoir aussi nos seins hallucinatoires. Hein. C'est par exemple le soir, on rentre, on se met devant l'ordinateur et on va avoir tendance à vouloir jouer pendant des heures et des heures en oubliant peut-être que la compagne ou le compagnon est là. Et si on est célibataire, en fait, eh bien, ça remplit complètement un espèce de vide affectif qu'il peut y avoir. Parce que justement, comme je n'ai pas suffisamment investi dans la relation à moi-même et qu'on m'a montré que quand j'étais petit, peut-être la relation n'était pas suffisamment importante, en tout cas c'est ce que j'ai emmagasiné dans mes amygdales, et bien de ce fait-là, je me désinvestis moi-même de cette relation importante de moi à moi. Et dans la relation affective, même si je suis en couple, je peux avoir ce moment où, ne me sentant pas suffisamment nourri par l'autre, je vais aller chercher quelque chose qui va me permettre de trouver une espèce d'équilibre dans le déséquilibre. Faut pas oublier aussi que le fait d'aller chercher
un exutoire, c'est une façon de ne pas rentrer en intimité avec l'autre. Alors, je vous rappelle que l'intimité, en fait, c'est le pendant positif du jeu psychologique. Le jeu psychologique, c'est ce qui me permet en fait d'être stimulé et d'avoir une reconnaissance aussi avec l'autre, et qui va me permettre, par extension, de confirmer mes croyances sur moi, sur l'autre et sur le monde qui m'entoure. Et là, on va toucher à ce qu'on appelle le scénario de vie, c'est-à-dire en fait nos schémas récurrents sur l'amour, sur ma relation à moi-même, sur mon travail, etc., etc. Et c'est vrai que derrière ça, hein, derrière ce scénario, il y a toujours un bénéfice secondaire. Et ça peut être totalement tordu, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que lorsque par exemple je suis en couple, je peux chercher à être dans un jeu psychologique, c'est-à-dire créer une dispute, inconsciemment, parfois même consciemment, hein, pour pouvoir me réconcilier sur l'oreiller. Alors, on va se dire, mais comme ça c'est complètement débile, il n'y a pas besoin de ça, quelque part. Mais souvent, la personne n'étant pas capable de pouvoir exprimer en fait son besoin d'intimité, son besoin de câlin, son besoin de proximité, va chercher à rétablir à nouveau un lien par justement ce jeu psychologique où à un certain moment on va se retrouver au pieu quoi, et s'envoyer en l'air. Donc voilà. Alors, autonomie, en fait, le mot autonomie, ça signifie en fait sa propre loi. En fait, auto, donc c'est soi-même, hein, et nomi, c'est la loi. Donc c'est créer sa propre loi. Et indépendance, c'est ne pas être accroché ou suspendu à quelqu'un. Et donc, l'idée de l'autonomie et l'indépendance, c'est quelque chose qui est fortement lié. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une analyste transactionnelle qui s'appelle Catherine Seymour, si je me souviens bien, ouais, Catherine Seymour, qui a parlé de ce qu'on appelle du cycle de la dépendance. Alors, je trouve ce cycle super intéressant parce qu'il me permet un petit peu de comprendre comment, justement, au départ, on peut être totalement dépendant affectif pour aller ensuite vers une forme d'indépendance. Je ne sais pas si je suis encore en direct. Je pense que oui. Est-ce qu'on peut me faire encore un petit pouce pour voir? Ouais, je suis en direct. Donc j'ai eu un appel, c'est magnifique, c'est vraiment le moment d'avoir des appels dans ces cas-là. C'est pas grave, donc j'ai coupé le truc, donc je vois qu'il y en a d'autres. Donc voilà, un petit pouce, ça peut toujours être cool. Merci, super, donc je suis toujours en direct. Cycle de la dépendance, on continue. Donc la première chose en fait c'est là. Donc dépendance. Hein. Donc la dépendance, c'est le moment où je me rends compte que je suis dépendant d'une substance, de quelqu'un, de quelque chose. Je suis donc en soumission. C'est-à-dire que je ne peux pas concrètement en fait me sortir en fait de cette situation-là, et je suis dedans en fait. Et c'est souvent en fait de manière totalement inconsciente. Merci pour les pouces, hein, c'est cool. Ensuite, on va avoir le moment justement de la prise de conscience, et là, on est en fait dans la contre-dépendance. C'est le moment où je vais avoir un réveil, où je vais être dans la rébellion, où je vais vouloir en fait réexploiter, réinvestir ma liberté. Alors c'est un moment où ça peut être assez explosif. Hein. Le troisième niveau en fait de ce cycle de la dépendance, c'est justement l'indépendance. Alors même si on arrive à ce niveau-là, c'est pas pour autant que ça se passe de manière, on va dire, totalement équilibrée et totalement facile. Parce que au moment de l'indépendance, on se rend compte qu'on veut reprendre en fait ses propres responsabilités. Mais c'est le moment où la crise peut être tellement forte où on va tout envoyer péter. C'est le moment où on va envoyer péter l'autre. C'est le moment où on peut même envoyer péter en fait son travail. Ça peut être la crise de la quarantaine, hein, justement. Ça peut être aussi ce moment où on s'est tellement investi dans les autres, où on a tellement été justement en dépendance par rapport à l'autre, par rapport au travail, par rapport à des choses extérieures, qu'à un certain moment, on doit revenir vers l'intérieur. Et ce moment où on se reconnecte à cette indépendance, c'est ce moment où on se dit, où est-ce que je suis passé finalement? Qu'est-ce qu'il en est de moi? Qui suis-je? De quoi est-ce que j'ai besoin? Et alors ça, on peut le voir par exemple chez certaines femmes qui ont eu des enfants et qui tout d'un coup se disent, oh là là, et moi dans cette histoire, j'ai besoin de me réinvestir, me réapproprier mon corps et me réapproprier en fait ma vie. Il peut y avoir aussi ce moment où justement, dans ce moment lié à cette crise, à cette indépendance, où on va se rendre compte que on n'a pas été à l'écoute de soi pendant très longtemps. Et c'est là où justement cette notion d'amour de soi va être très importante, parce que si nous n'avons pas suffisamment investi en nous-mêmes, eh bien il y a ce moment où on se rend compte que nous avons cumulé
un ensemble quelque part oui, non, peut-être pas cumulé, on a rompu le lien en fait avec soi depuis des années et tout ce temps qu'on a pris, eh bien, pouf. Alors, qu'est-ce que je dis? C'est tellement bon de se retrouver. Ouais, c'est tellement bon de se retrouver. Et pourtant, pour tout le monde, ça ne se passe pas forcément dans les meilleures des conditions, parce que quand on se rend compte de ça, qu'on a oublié justement de se reconnecter à soi, eh bien, à un certain moment, c'est vraiment une très 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 grosse explosion. Et enfin, il y a le quatrième stade en fait de ce cycle de la dépendance, qui est donc le stade de l'interdépendance, c'est-à-dire toi plus moi est égal à nous. Alors c'est mignon hein, comme ça, et pourtant c'est vrai. C'est-à-dire que je ne peux pas constituer un nous si je ne suis pas conscient de ce qui je suis et de ce que je peux apporter dans le nous. Et le nous ne peut se remplir que seulement si je suis très clair avec le moi. Bien souvent dans la relation de couple, on va avoir donc cet état fusionnel que l'on peut retrouver donc comme je le disais tout à l'heure avec les personnes qui sont dans le lien d'attachement lié à l'abandon, donc qui sont en fait dans l'ambivalence. Et donc qui vont avoir justement ce besoin de fusion. Dans ce qu'on appelle la psychogenèse, ce moment de fusion en fait, c'est connu comme étant justement ce moment où l'enfant est toujours attaché à la maman parce que la maman doit répondre aux besoins de l'enfant. Et donc on a des couples qui sont comme ça, hein, c'est-à-dire que la part du moi, la part du toi est très très mince et le nous prend toute la place. Le problème c'est que ces personnes étant en fusion, elles ont un petit peu en fait la devise « sans toi je n'existe plus ». Et donc elles sont un petit peu l'une contre l'autre comme ça. Et puis quand il y a un des deux qui se barre, boum, l'autre se casse la figure. Et c'est là où on peut atteindre justement des moments de dépression, des moments où on se dit l'autre a tout emporté, l'autre a tout pris de moi, et on se rend compte que finalement l'image de soi, la confiance en soi, l'estime de soi n'a pas été suffisamment bien construite. Alors, merci, avec plaisir. Donc je lisais un petit message, vous le verrez. Donc merci Marcello. Donc voilà, donc c'est vrai que ce moment où on est dans cette totale fusion va nous confronter à qu'est-ce qui n'a pas été investi dans la relation à soi-même et comment est-ce que je me suis aimé jusqu'à présent. Plus je vais investir dans ma relation à moi-même, plus je vais reconnecter en fait ce lien qui a été rompu dans l'enfance de moi à moi, plus je vais pouvoir donner quelque chose de qualité dans la relation. Alors, il y a aussi des relations où c'est chacun chez soi et Dieu pour tous. Hein. Donc, c'est-à-dire, je suis bien avec moi-même, t'es bien avec toi-même, on partage de temps en temps quelque chose. Et puis, bon, on va pas se laisser envahir. Hein. Quelque part, j'estime que ma vie est quand même beaucoup plus intéressante sans toi, mais tu amènes de temps en temps un truc. Alors, ça peut être même des relations qui sont beaucoup plus basées sur le sexe que sur l'intimité réelle d'un partage entre deux personnes. Et là, on est justement avec ces personnes qui sont plutôt évitantes et qui évitent d'être en contact avec leur intimité, qui évitent d'être en contact avec elles-mêmes même. Alors, même si elles sont terriblement individuelles, et qu'elles peuvent donner cette apparence d'autonomie, d'indépendance, et c'est d'ailleurs des personnes qui peuvent être énormément dans le faire, hein. Beaucoup dans le travail, des travaillomanes par exemple, qui sont toujours en train de faire, peuvent se retrouver là-dedans, et elles peuvent avoir une difficulté à retrouver en fait ce lien avec elles-mêmes, étant donné que quelque part, être travaillomane, c'est une forme de dépendance. Je ne peux pas exister sans mon travail. Si je n'ai pas ça, qui suis-je? Et c'est là où, moi, ça a été une des questions que je me suis souvent posée, c'est sans maison, sans relation, sans amis, sans fringues pour me cacher derrière, qui suis-je finalement? Si je n'ai pas tout ça, est-ce que je me sens malgré tout rempli? Et ça a été la démarche pour laquelle j'ai écrit justement le livre « La vie est une histoire d'amour avec soi ». Alors, le troisième point, qui me semble aussi un point essentiel, c'est si on le regarde de manière plus transpersonnelle, c'est-à-dire de manière peut-être plus spirituelle, quelle est la raison pour laquelle une âme, alors moi je considère, alors ça c'est ma façon de voir les choses, donc après certains la partagent, d'autres pas du tout, mais je pense que nous sommes une âme qui fait une expérience de vie avec quelque part un contrat à remplir, un contrat de soi à soi par rapport à cette incarnation-là. Et on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que je peux vivre justement de la dépendance de manière extrême, si c'est dans quelque chose de pathologique, de la dépendance, on va dire, plus ou moins contrôlée, ou bien de la dépendance affective, pourquoi est-ce que je suis confronté à ce chemin de vie-là?
Je pense justement que la personne qui fait ce choix d'incarnation est là pour intégrer l'autonomie et l'indépendance, c'est-à-dire reconstruire le lien par rapport à soi. Après, si on veut le voir de manière, on va dire, plutôt macrocosme à ce niveau-là, on pourrait se dire que quand on travaille en transgénérationnel, et donc en constellation familiale, on peut voir justement dans les constellations familiales beaucoup de personnes qui ont vécu des soumissions, hein, beaucoup de groupes, par exemple de femmes qui étaient soumises à l'emprise de quelque chose de très patriarcal. On peut voir aussi des lignées où il y a eu de l'esclavagisme, où il y a eu parfois aussi, et on le voit hein, même dans nos familles, hein, donc des personnes qui ont été dans les ordres. Et donc il y a quelque chose qui est vraiment lié à la soumission, à je me donne en fait entièrement à un groupe, mais je m'oublie complètement. Je suis peut-être dans l'amour de Dieu, je suis peut-être écrasé parce que je suis un esclave, etc. Donc toutes des personnes qui ont été privées de liberté, qui n'ont pas pu justement vivre leur indépendance, leur autonomie, et on remarque quelque part dans l'histoire que juste après, on va dire les années 50, le grand boom des années 60 et 70, on a eu justement ce besoin de retrouver une autonomie, de sortir du patriarcat, on a eu tout le mouvement féministe qui s'est mis en place, et donc quelque part derrière ça, il y a comme une espèce d'énergie qui nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui, où aujourd'hui encore, on ne comprend pas très bien ce cheminement par rapport à l'indépendance, par rapport à l'autonomie, et on est un peu comme des enfants, comme des adolescents en rébellion, qui veulent essayer de trouver leur place, qui veulent devenir des adultes, mais qui ont un petit peu de mal à le trouver. Et en même temps, ça peut nous ramener justement énergétiquement à ce qui se passe en fait dans le corps. Dans le corps, par exemple, le deuxième chakra est lié à tout ce qui est en rapport avec les plaisirs. Donc ça peut être la nourriture, ça peut être le sexe, ça peut être le jeu, ça peut être tout ce qui est en rapport avec l'argent. Et chez les personnes qui ont un problème lié à la dépendance, qu'elle soit affective ou par rapport à une substance ou quelque chose, eh bien on voit que ce deuxième chakra est souvent en déséquilibre. Même quand on parle de dépendance affective, hein, on n'est pas forcément toujours lié au chakra du cœur, même si effectivement le chakra du cœur est ce qui me permet d'être en contact avec les autres, donc c'est ce que je vais pouvoir donner à l'extérieur, recevoir de la part des autres, donc c'est vraiment une porte d'énergie très importante, où vraiment l'énergie va circuler de l'extérieur et de l'intérieur, hein, de l'intérieur vers l'intérieur, je recommence, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Mais ce deuxième chakra, en fait, va prendre, si effectivement les relations ne sont pas épanouissantes ou équilibrantes, on va avoir tendance à avoir un deuxième chakra qui peut être en déséquilibre. Et ça peut justement se voir dans nos comportements, parfois alimentaires, dans nos comportements addicts au sport ou au fer, travail au man, toujours être à la recherche de quelque chose qui va nous combler, d'un super plaisir en fait. De la sexualité aussi, hein, comme je le disais. Et donc il y a une forme d'insécurité. Faut savoir aussi que le deuxième chakra, c'est lié à tout ce qui est créatif, hein, c'est les gonades, donc c'est les testicules et les ovaires chez les femmes, où ce sont les organes de la créativité. C'est grâce à ça que je vais pouvoir, dans le plaisir, théoriquement, créer un enfant. Et donc, un enfant devient presque un projet. Il y a des parents qui vont avoir ce projet de manière très concrète, hein, c'est-à-dire qu'ils vont penser l'enfant, ils vont se dire on va se mettre en route pour avoir un enfant. D'autres, ça va arriver un petit peu comme ça, et ils vont être tout à fait ouverts. Et puis d'autres, c'est pas forcément quelque chose qu'ils auront désiré, mais qui se mettra effectivement en place. Et donc, ça peut être justement une façon de vivre ce plaisir, d'être dans la créativité. On peut le voir par exemple chez certains artistes. Par exemple, on prend Picasso, qui était quand même un chaud lapin. Hein. Je crois qu'il n'a pas passé une assistante, aucune de ses assistantes n'est pas passée par son lit. Hein. Voilà, et c'est devenu des muses, etc. En même temps, c'était un très grand créatif, il aimait la vie, c'était un épicurien. Donc voilà, il vivait en fait dans ce truc de pur plaisir. Maintenant, quand on regarde un petit peu au niveau du cheminement de sa vie, on voit quand même que il y a eu quand même des choses assez insécures chez lui, et on pourrait peut-être même décoder ça. Et donc il avait besoin de recréer en fait ce lien systématiquement par rapport à l'autre en étant dans ce plaisir. Mais quelle était sa relation finalement avec lui-même? C'est là la question qu'on peut se poser.
Donc voilà, donc là on a fait un petit peu le tour de ce que pouvait être la dépendance, l'autonomie, ce retour aussi par rapport à l'amour de soi, hein. Donc comme je le disais, si on a tendance à missionner l'autre pour que l'autre remplisse nos manques, forcément c'est que quelque chose n'est pas rempli au niveau de l'image de moi-même, hein, donc peut-être le côté plus narcissique, au niveau de ma confiance en soi, de l'estime de soi, du respect, de l'affirmation, de la bienveillance, etc. etc. Donc ce que j'appelle hein, l'échelle de l'amour de soi que vous pouvez retrouver dans mon livre La vie est une histoire d'amour avec soi. En tout cas pour ceux qui l'ont lu, ils ont sûrement peut-être encore ça en tête. Et puis j'en ai parlé il y a 2 semaines lors du dernier live. Donc voilà, donc ça c'est en fait les grandes lignes sur la dépendance, l'autonomie. Je ne peux pas faire plus long parce que malheureusement il y aurait beaucoup de choses à dire parce que c'est un sujet qui est très riche. Mais sachez que voilà, c'est un truc que vous pouvez aussi même lister pour vous, en tout cas pour ceux qui auront lu la newsletter que j'ai fait paraître, donc newsletter, excusez-moi, l'article que j'ai fait paraître sur mon blog. Vous allez voir que je reprends un petit peu les différents points. Et surtout aussi, vous-même, vous pouvez faire une liste des dépendances que vous avez aussi, hein. Alors petites ou grandes, ça peut vous permettre aussi de vous poser la question, qu'est-ce que ça nourrit chez moi et qu'est-ce que ça remplace, qu'est-ce que je n'ai pas envie de ou qu'est-ce que j'ai du mal à nourrir au niveau du lien entre moi et que je remplace par cet exutoire là, parce qu'il y a un lien à faire. Quand on se sent en insécurité, qu'on a besoin peut-être d'être protégé, parfois on peut se jeter sur la nourriture, parce que la nourriture va avoir ce côté justement bienfaisant. On le sait au niveau du chocolat, le chocolat va créer par exemple des endorphines et donc va donner cette impression en fait d'être bien avec soi-même. Donc il y a un côté très antidépresseur à travers par exemple le chocolat noir. Donc ça peut être justement, si on a ces comportements-là au niveau alimentaire, et bien de faire ce lien-là. Qu'est-ce qui se passe quand je me nourris au niveau des différentes substances qui me font du bien, ou du moins que je crois qu'elles me font du bien, quand j'exagère là-dedans, hein, quand je fais bombance, qu'est-ce que je cache en fait derrière ça? Donc peut-être faire un lien sur les différentes addictions que l'on peut avoir, les différents comportements, tout ce qui va être excessif hein, peut devenir une forme d'addiction. Hein, donc ça peut vraiment vous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas nourri du lien entre vous et vous, et il va falloir remettre ce câble, reconstruire en tout cas ce lien entre l'adulte que vous êtes et l'enfant que vous avez été. Et là, un dialogue va devoir s'instaurer. Alors ça peut se faire, hein, on va dire, de manière toute simple, hein, c'est-à-dire vraiment dialoguer avec l'enfant intérieur. Hein. On peut placer 2 chaises et puis on peut placer d'un côté l'adulte et puis de l'autre côté l'enfant. Et voilà, laisser ce dialogue se faire. Alors après, ça peut se faire accompagner hein, en thérapie. Donc ça, c'est un de mes grands dadas, c'est de pouvoir justement travailler cette partie-là que je trouve absolument fabuleuse parce qu'il y a tellement de choses riches pour travailler sur le scénario, pour renforcer le lien, pour transformer aussi ce qui se passe. Ça peut prendre du temps aussi, hein, par contre. Donc voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour et donc Alors bonsoir Sophie, toujours un grand moment de vous écouter. Ben écoutez, merci. Et donc on va entamer l'EFT par rapport à ça. Donc si vous êtes OK. Alors avant de commencer, comme à chaque fois, je vais vous proposer de vous connecter à un moment où vous avez eu ce sentiment en fait de vous sentir totalement dans cette autonomie, dans cette indépendance, c'est-à-dire vraiment aligné entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, vraiment dans ce truc plus, hein. Donc je vous rappelle que tout à l'heure j'en ai parlé hein, dans la théorie de l'attachement, donc ce moment où vous vous sentiez en totale sécurité avec vous-même, mais avec l'autre aussi, et peut-être que même quand l'autre n'est pas là, ça reste un plus. Alors comme je le dis, c'est une relation sentimentale, c'est fait pour sublimer une vie, mais pas pour la rendre plus compliquée, ok? Donc c'est une cerise sur le gâteau. C'est ce moment où on peut se dire, sans elle, bah, je suis bien, avec elle, bah, c'est chouette aussi, voilà. Et s'il n'y a pas de relation sentimentale, pouvoir se dire, voilà, ce moment où je me suis senti, mais juste bien avec moi-même, en équilibre, en complétude, l'autre n'était pas, je ne l'ai pas missionné, j'avais pas forcément besoin de cet autre pour me sentir bien, pour me sentir en équilibre, pour me sentir heureux. Donc, quel est ce moment que vous avez vécu, même si ça n'a duré que 30 secondes, mais il y a eu un moment dans votre vie où vous avez vécu ça, ben je vous demande de vous reconnecter, de vous remettre un petit peu en connexion avec ça. Vous rappelez ce moment, où c'était, avec qui, ou sans qui. Donc, quel était effectivement le lieu, hein,
Quand est-ce que c'était? Comment est-ce que vous vous sentiez? Qu'est-ce que vous ressentiez dans votre corps? Qu'est-ce qui se passait comme sensation? Ouais, effectivement, c'est parfois maintenant qu'il faut faire ce lien. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous sentiez? Reconnectez-vous quelques instants, prenez une grande inspiration, puis on souffle. On se connecte à ce moment. On inspire. On souffle. On reprend une inspiration. Et on souffle à nouveau. On vide, on vide, on vide, on vide. On peut reprendre une respiration calme. On reste connecté avec ce moment-là, ok? Tout à l'heure, je vous redemanderai de vous rebrancher à ça, à un certain moment bien spécifique de l'EFT, ce qui va nous permettre en fait d'aller chercher nos ressources. Ça veut dire que ça vous est déjà arrivé et qu'on peut amplifier ce moment-là, ok? On a tous connu ça, d'accord? Alors on y va. Alors comme d'habitude, je vais vous rappeler les différents points. Alors vous savez que vous allez devoir en fait mimer ce que je fais, tapoter les différents points que je tapote et répéter les mêmes phrases que moi au même moment, hein. Donc je vous laisse toujours un temps entre la phrase que je dis, puis je vous laisse un blanc pour que vous puissiez le répéter juste après moi. Alors on fait toujours une descente, hein, d'abord, donc c'est jamais très agréable. On va parler de choses plutôt négatives, négatives, excusez-moi. On va justement en fait faire cette descente vers ce qui est inconfortable pour remonter vers des choses qui sont plus agréables, qui sont plus équilibrées. Et enfin, on va terminer par ce moment où on va se reconnecter à cette ressource-là. Alors je vous demande vraiment, restez jusqu'à la fin, c'est important. Je vais d'ailleurs pour le moment vous demander un petit peu pour vous-même, alors vous n'êtes pas obligé de me le partager, mais déjà maintenant, évaluez un petit peu comment est-ce que vous vous sentez quand vous vous branchez à cette idée de ce à qui ou à quoi vous pourriez être dépendant de 0 à 10, 17 ans, le maximum, on va dire, d'un confort que vous pourriez avoir. Si vous voulez le partager, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le garder pour vous, donc il n'y a pas de problème. Mais juste un petit peu pour savoir où est-ce que vous en êtes. Tiens, moi, vis-à-vis de la dépendance affective, la dépendance à une substance, la dépendance à un comportement, la dépendance au travail, aux enfants, aux liens que je peux avoir. Donc, restez un petit peu connecté avec ça quelques instants. Voyez ce qui se passe chez vous. Donnez une cotation de 0 à 10. Et puis on va commencer. Ok, alors je vous rappelle les différents points. Le premier point, donc c'est le point karaté. Donc on est à gauche ou à droite, peu importe, hein. Vous pouvez le faire rapidement, lentement. On s'en tape tant que vous le tapotez. Ici, on va partir d'une croyance générale que je vais répéter 3 fois et que vous allez répéter vous aussi 3 fois. Ensuite, on aura le deuxième point qui se trouve sur la tête, la fontanelle. Troisième point au-dessus des sourcils. Quatrième point, ouais c'est ça, quatrième point sur le côté des yeux. Cinquième point sous les yeux. Sixième et septième point au-dessus et en dessous des lèvres. Huitième point au niveau des clavicules. Neuvième point sous la barre de la poitrine. Et puis enfin, donc comme je le dis toujours, au niveau des aisselles pour le dernier point, là où ça fait bien mal, et on évite de tapoter sur le côté, ici, hein, parce que ça n'a aucun sens, d'accord? Bonsoir Claire, bonsoir Philippot, bienvenue pour cette séance, vous arrivez juste au moment en fait où on va commencer le FT. Donc, vous êtes prêts? On y va. Alors, même si je suis dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si je suis dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si je suis dépendant de quelqu'un ou de quelque chose,
je m'aime et je m'accepte infiniment. Je suis dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Si vous voulez même nommer votre dépendance ou la personne, vous pouvez le nommer. Quelle est l'origine de ma dépendance? D'où est-ce qu'elle vient? Quelles sont ses racines? Est-ce qu'il y a eu un trauma? Est-ce qu'il y a eu une rupture de lien? Est-ce que je me suis senti abandonné ou rejeté? Je me suis peut-être senti abandonné. Je me suis peut-être senti rejeté. Et cela a été difficile pour moi. Cela a fait que j'ai missionné l'autre. Je missionne les autres. Ils ont cette mission de me rendre heureux, de remplir mes besoins, de remplir mes manques. J'ai beaucoup d'attentes. Et quand les autres ne remplissent pas ces attentes, je ressens un manque. Je ressens un vide que j'ai besoin de combler. Je le comble, peut-être, par le jeu, le sexe, le sport, la nourriture, les achats compulsifs, les sorties, les voyages, un tas d'autres choses. Tout cela me permet de me sentir vivant. Mais intérieurement, le lien est rompu. Pourtant, j'ai déjà vécu des moments où le lien était connecté. J'ai déjà été connecté. Quand je suis dans la dépendance, je me prive de ma puissance et je donne le pouvoir à l'autre. Quand je donne le pouvoir à l'autre, je n'existe plus. L'autre peut décider pour moi. L'autre fait de ma vie sa vie. Aujourd'hui, je décide de retrouver ma puissance. Je prends conscience de mes dépendances à quelqu'un ou à quelque chose. Je refais le lien avec l'enfant que j'étais. L'enfant insécurisé. L'enfant qui a besoin que je sois présent pour lui. Je suis à son écoute. Je fais attention à lui. J'agis comme j'aurais aimé qu'on agisse avec moi. Je prends le temps d'être présent pour lui. Je prends le temps d'écouter ses besoins. Car ses besoins sont mes besoins. Je reprends la responsabilité
de mes émotions et de mes besoins. Pour devenir quelqu'un d'autonome et d'indépendant. Recréer ma propre loi. Cesser d'être suspendu à quelqu'un ou quelque chose. Peut-être y aura-t-il une crise. Peut-être que ce sera nécessaire de nettoyer. Peut-être faudra-t-il que j'entende l'enfant qui hurle en moi. Mais c'est ok. Parce que l'adulte que je suis peut être présent pour cet enfant. Je m'accueille inconditionnellement. Je suis présent pour moi-même. Je me redonne de l'amour en étant dans l'ouverture, dans l'écoute. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les sensations corporelles? Tout cela sont des signaux. Je vous invite maintenant à vous reconnecter à ce moment où vous vous êtes senti aligné. Vous continuez à tapoter, aligné à cette autonomie, cette indépendance, ce moment où vous vous sentiez bien, en équilibre, où l'autre n'avait pas de mission, où l'autre pouvait être juste lui-même, et vous, vous-même. Un moment où vous avez peut-être été seul. Eh bien, prenez le temps, je vous laisse quelques instants, et on continue à tapoter. On prend une grande inspiration. Et on souffle. Et à chacune de vos inspirations et expirations, vous laissez cette sensation prendre de plus en plus de place dans votre corps. On change de point. On inspire. Et on laisse tout ça prendre de la place. Et on expire. On se détend. Et on reprend. J'accueille l'autonomie en moi. J'accueille ma capacité d'indépendance. Je prends conscience et j'accompagne l'enfant en moi. Je fais un avec qui je suis. Je suis bienveillant et je pose un regard d'amour envers cet enfant que j'ai été, envers l'adulte que je suis. Et pour tout cela, même s'il m'arrivera encore d'être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, je m'aime et je m'accepte infiniment. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Une grande inspiration. On souffle. Encore une fois. Prenez le temps de vous poser, parce que c'est une EFT qui est quand même assez puissante. On touche des choses qui ne sont pas forcément évidentes et qui peuvent vous remuer.
c'est normal. Dans les prochains jours, peut-être qu'il peut y avoir des choses émotionnelles. N'hésitez pas en tout cas, si vous vous faites déjà accompagner, allez voir votre thérapeute. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un message si vous avez besoin d'en parler, ou même de prendre rendez-vous par rapport à ça. Parce que c'est vraiment quelque chose de très très important sur la notion de l'amour de soi. En tout cas, c'est une base vraiment nécessaire à aller explorer. Qui pour moi a été en tout cas un chemin nécessaire et qui l'est toujours. Donc c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, on va dire. C'est un long chemin, mais un chemin plein d'amour pour soi. Donc voilà, j'ai bien lu ton message, Alexia, n'hésite pas à me contacter. Donc voilà, alors je vous invite aussi maintenant peut-être à évaluer comment est-ce que vous vous sentez maintenant, de 0 à 10, 10 étant le maximum de bien-être. Et là, je vous invite quand même à me le partager pour savoir où est-ce que vous vous situez, comment est-ce que ça va, comment est-ce que vous le gérez. Peut-être qu'il sera nécessaire de vous refaire une séance pour vous-même, n'hésitez pas à revoir. On recommence. Je vais boire un petit peu parce que je crois que ma bouche est sèche depuis tout à l'heure. Excusez-moi. Voilà. Donc, je vous disais, je vous propose quand même malgré tout de me partager, en tout cas, si vous le désirez, comment est-ce que vous vous sentez, à combien est-ce que vous êtes de 0 à 10. Ça vous permet un petit peu vous-même d'évaluer. Donc maintenant, si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas grave. Mais donc voilà, ça vous permet un petit peu de savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que c'est confortable ou pas? Et si c'est pas confortable, qu'est-ce qui vous manque? De quoi est-ce que vous auriez encore besoin maintenant? Alors, est-ce que c'est refaire une séance pour vous-même? Donc c'est pour ça que je vous disais, vous pouvez toujours regarder à nouveau cette séance. Compléter aussi par des mots. Voilà, là en ce moment, j'ai besoin peut-être un peu plus de calme, de sérénité. J'ai besoin d'accueillir, etc. Donc voilà, donc vous pouvez vous refaire. Et là, je vous conseille juste de passer sur des mots plus positifs. Ça peut être aussi le moment où vous allez avoir besoin de vous mettre un peu dans votre bulle ou d'écrire. Ça peut être le moment où vous vous dites tiens, j'ai besoin d'aller marcher ou de regarder la télé ou de me déconnecter, de faire autre chose. Voilà, qu'est-ce qui vous permettrait un petit peu d'augmenter tout ça? Donc, évaluez ce qui se passe, comment ça se passe pour vous. Alors, pour ceux qui sont intéressés, justement, sachez que je donnerai une formation de 3 jours, un séminaire avec l'ASBL Émancipe à Bruxelles. Donc, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, pour mieux comprendre un petit peu ce travail sur l'amour de soi, on reverra justement ce qui est en rapport avec la dépendance, l'autonomie, parce que c'est quand même un gros morceau assez intéressant. Et donc pendant 3 jours, on va aller explorer certaines informations, des outils. Le but, c'est quand même d'apporter au bout de 3 jours des outils de transformation. Alors c'est pas tout, parce que ça sera, on va dire, l'introduction à quelque chose d'un petit peu plus long au niveau de certains modules. Mais pour ceux qui en ont envie, voilà, je vous conseille d'aller sur le site de Émancipe ASBL Bruxelles pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des estivales. Donc ça se passera fin du mois d'août, avant-dernier week-end. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un vrai moment où on partage les choses, où on se reconnecte aussi à l'enfant intérieur, on se reconnecte aussi à ce qui se passe dans le corps, dans le cœur. On va à la rencontre de ces parties en nous qui n'ont pas été nourries. Et je vous invite à faire vraiment ce voyage avec moi pendant ces 3 jours. Donc ça peut être vraiment génial. Alors, si vous avez, bonsoir Nathalie, bonsoir Olivier, si vous avez aimé bien sûr cette vidéo, vraiment je vous demande de bien vouloir la partager, ne serait-ce que pour que d'autres puissent peut-être bénéficier de ces informations-là. Et puis aussi, ça me permet, moi, de faire connaître mon travail et de pouvoir continuer à prendre le temps de faire des séances, etc., etc. Donc, vous pouvez aussi venir vous inscrire sur le groupe La vie, une histoire d'amour avec soi, qui est un groupe privé où je partage d'autres choses. Et puis, il y a encore plein d'autres choses qui vont arriver d'ailleurs pour le groupe, en tout cas pour ceux qui sont là ce soir et qui le savent, enfin, qui en font partie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à diffuser, à partager, à faire connaître. Comme ça, moi, ça me permet de continuer à être présent pour vous, à partager mes connaissances, etc. Et le plaisir de vous retrouver en fait toutes les semaines, théoriquement, parce que c'est vrai que la semaine dernière, j'ai pas fait de live. Mais on se retrouvera semaine prochaine, voilà, sur un nouveau thème qui continue à avancer. Donc pour ceux qui connaissent,
Je suis aussi sur Instagram et donc toute la semaine vous avez différents posts sur l'amour de soi. Donc cette semaine on était sur la dépendance et l'autonomie. La semaine prochaine on entame un autre thème où je vous accompagne toute la semaine avec des conseils bien spécifiques sur tout ça. Demain nous sommes vendredi, donc c'est le moment où je partage mes petits trucs de naturopathe ou en tout cas de thérapeute, que ce soit même en PNL, analyse transactionnelle et d'autres choses que j'ai déjà fait. Donc demain on va un petit peu voir qu'est-ce qui peut soutenir justement comme outil dans le pratico-pratique, donc au niveau huile essentielle, pierre, etc. Vu que vous savez que je suis aussi lithothérapeute et que ça c'est mon grand dada depuis des années. Donc je vais vous partager en fait deux petits trucs que j'utilise énergétiquement, vu qu'on en a parlé aujourd'hui, sur mon compte Instagram Kali J Massé. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Pour ceux qui me retrouvent demain sur Instagram, c'est avec un grand plaisir, bien évidemment. Et puis, vous allez pouvoir retrouver aussi cette vidéo sur ma page YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner, à vous abonner, à liker, à partager. Je vous remercie d'être présent à chaque fois et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve donc la semaine prochaine. Salut!